Bonjour, merci beaucoup de cette invitation et merci pour l'accueil. Donc effectivement, la docteure Polly et le docteur Kierat m'ont demandé de parler de Finerenone et de néphroprotection. On peut aussi étendre à la néphroprotection en général si vous avez d'autres questions. Donc, je ne sais pas si j'ai besoin de vous convaincre ou pas, mais la maladie rénale chronique, c'est quelque chose de très important. On estime un patient, une personne sur 10 dans la population a une atteinte rénale. C'est certainement un petit peu exagéré puisque ça tient en compte le déclin de la fonction rénale qu'on voit des fois chez des patients âgés. Mais ça reste une maladie extrêmement fréquente avec disons une prévalence qui a pas mal augmenté, qui pourrait se stabiliser avec les différents médicaments qu'on a, et puis qui est associée à une mortalité, à des complications qui sont importantes et qui sont prévues d'augmenter encore dans ces prochaines années, notamment dans les pays à revenus moyens, comme vous voyez ici, qui développent plus les maladies métaboliques et donc aussi la néphropathie. Donc les causes de l'insuffisance rénale, vous les connaissez, beaucoup d'hypertension, beaucoup de maladies rénales rares, mais dans les deux causes majeures, le diabète, l'hypertension, c'est les grands pourvoyeurs de maladies rénales. Donc la néphropathie diabétique, c'est une de nos néphropathies les plus fréquentes, celle qui met le plus souvent les gens en dialyse, avec la néphropathie hypertensive dite vasculaire. Et pendant pas mal d'années, peut-être vous avez déjà vu ce type de graphique, on n'avait pas beaucoup de choses à proposer. On avait la néphroprotection par les bloqueurs du RAA, qui sont très efficaces, qui sont toujours très efficaces et qu'il faut utiliser. Et puis, on a eu la grande chance d'avoir l'arrivée de beaucoup de nouvelles molécules ces dernières années. Vous connaissez les inhibiteurs SGLT2, ici, tous en bleu, dont je ne vais pas reparler spécifiquement ou un tout petit peu. On a les antagonistes de l'endothéline. Pour l'instant, il n'y en a pas encore qui sont utilisés en clinique, mais il y en a, disons, ça vient. On a tous les agonistes GLP-1 que vous connaissez aussi. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler de la Finerenone, qui est un antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes non stéroïdiens. Donc, on a beaucoup augmenté notre gamme de néphroprotection et c'est un vrai bien pour nos patients parce qu'on peut espérer que leur outcome va être meilleur. Et nous, on note notamment qu'on a un petit peu moins de mise en dialyse, donc probablement toutes ces molécules, elles commencent à faire effet. Ici, ça c'est nos recommandations internationales pour l'insuffisance rénale, pour vous dire que c'est pas parce qu'on parle de ces nouvelles molécules que la base a changé. Donc toujours lifestyle modification, arrêt du tabac, bloqueur du RA, c'est toujours le premier palier, la tension artérielle, le contrôle glycémique, etc. Et puis toutes les nouvelles molécules. Donc, qu'est-ce qu'on sait de bloquer le récepteur minéralocorticoïde? Petit rappel, donc le récepteur minéralocorticoïde, c'est un récepteur qui est exprimé dans plein de cellules. Donc, on pense toujours qu'il est exprimé dans le néphron distal, c'est là qu'il fait la rétention hydrosodée. En fait, il est exprimé dans plein de cellules et dans le néphron distal, il est protégé par une enzyme, la 11-bêta-HSD2, qui fait qu'il n'y a que l'aldostérone qui agit, et donc c'est plutôt rétention hydrosodée. Mais dans les autres cellules, l'activation du MR, que ce soit par les glucos ou les minéralocorticoïdes, elle peut arriver et elle a probablement un effet pro-inflammatoire et pro-fibrosant, en tout cas à haute dose. Et ça inclut les cardiomyocytes, les cellules endothéliales, les cellules inflammatoires, les podocytes. Et on sait que, par exemple, l'aldostérone, c'est pro-inflammatoire et pro-fibrotique dans le rein. On sait que bloquer l'EMR, c'est bien pour la protection cardiaque. Et on sait que dans des souris qui n'ont pas d'EMR, on a moins d'inflammation. Donc ça, c'est un concept qui était relativement accepté au niveau expérimental. Et voilà, encore une fois, l'EMR, il est exprimé dans le glomérule, dans les cellules mésangiales, dans les cellules podocytaires, dans les cellules inflammatoires. Et c'est probablement ici que son action, elle est délétère. Et pas tellement dans le néphron distal, où en fait là c'est physiologique, c'est le rôle du MR de faire la rétention hydrosodée en fonction de la volémie, et puis aussi dans le cœur. Donc on a eu beaucoup d'études avec les inhibiteurs minéralocorticoïdes. Les principaux, c'est l'aldactone, et puis on utilise aussi l'eplérenone, voilà, que je trouve ici. Vous les connaissez, beaucoup dans l'insuffisance cardiaque, et donc l'aldactone dans l'insuffisance cardiaque, ça fait partie des piliers. Et puis, pas mal de
petites études où on a utilisé les bloqueurs minéralocorticoïdes dans la maladie rénale, mais des études qui étaient assez petites. Et puis une Cochrane ici qui montrait que dans ces études, donc 44 pour à peu près 5000 participants, donc pas des grandes études, probablement, que les données n'étaient pas claires, probablement un effet antiprotéinurique, plus de risque d'hyperkaliémie, plus de risque d'IRA, donc ce n'était pas un traitement reconnu dans la néphropathie parce qu'il y avait un peu trop de risques associés à ces traitements. Et c'est dans ce contexte que la finerenone est développée. Donc la finerenone, c'est un antagoniste du récepteur aux minéralocorticoïdes, mais qui n'a pas la même structure puisqu'il est non stéroïdien. Et donc il est très sélectif du MR. Donc, il ne va pas agir sur d'autres récepteurs analogues et on n'aura pas la gynécomastie ou les troubles endocriniens qu'on peut avoir avec l'aldactone. Il a une durée de vie plus courte et puis il a une distribution tissulaire qui n'est pas la même. Et on ne sait pas exactement pourquoi, mais il fait aussi moins d'hyperkaliémie. Il y a des explications, mais ce n'est pas si clair que ça, mais c'est observé qu'il fait moins d'hyperkaliémie. Donc, il y avait quelques données préclinique sur la finerenone, mais en fait très peu. Ça, c'est l'ischémie-reperfusion. On voyait que ça diminue la fibrose. Mais c'est assez vite parti dans des études cliniques et c'était les études de phase 2. Donc ARTS, HF, ARTS, DN, qui étaient des études où il y avait des doses dépendances chez des patients avec une insuffisance cardiaque ou chez des patients avec une néphropathie diabétique. On comparait à l'aldactone. Et puis, on montrait que effectivement, c'était antiprotéinurique, où ça baissait le NT-proBNP. Et puis, c'est de là que sont parties les grandes études de phase 3. Donc, les grandes études de phase 3 dans la néphropathie diabétique, c'est Fidelio et Figaro, qui ont toutes deux été publiées dans le New England, c'était peut-être il y a 2 ans maintenant. L'étude rénale, c'est deux études qui s'intéressaient aux patients avec une néphropathie diabétique. Il n'y avait que de la néphropathie diabétique. Il y avait une étude avec un endpoint rénal, c'était Fidelio, et puis une étude avec un endpoint primaire cardiaque, et puis dans l'autre, le secondaire, voilà, c'était une fois rénal primaire, vous voyez le principe. Ce n'était pas exactement les mêmes patients. Dans l'étude endpoint primaire rénal, on avait plus des patients très protéinuriques. Dans l'étude primaire cardiaque, c'était des patients un peu moins protéinuriques, mais c'était encore une fois tous des patients avec une néphropathie diabétique et tous des patients quand même un peu protéinuriques. On n'était pas censé inclure des patients A1 et ça incluait jusqu'à 25 de GFR. Donc les résultats, vous les avez ici, ça c'est Fidelio, donc 2020, donc ça fait un peu plus de temps que ça. Donc Fidelio, vous voyez, l'endpoint primaire, c'était un composite mixte. C'est un composite mixte qui est classique maintenant dans les études rénales. Déclin du GFR, mise en dialyse, mortalité rénale, doublement, diminution par 2 de la fonction rénale. Et puis l'endpoint secondaire, c'était mortalité cardiovasculaire. Et vous voyez que les deux sont significatifs. Donc, on est protecteur avec la finerenone, avec un effet qui est bon, qui est probablement un petit peu moins impressionnant que ce qu'on a avec les inhibiteurs SGLT2, mais qui est quand même clairement là et qui est significatif, que ce soit en mortalité, qui est un des gros problèmes chez nos patients, une grosse mortalité cardiovasculaire, ou en mise en dialyse des endpoints rénaux qui sont des endpoints durs. Et puis, si on regarde, l'effet, il passe en partie et probablement majoritairement par une réduction assez importante de l'albuminurie, qui est assez précoce. Dès 3-4 mois, on la voit. Et ça, on la voit quand on met ce traitement chez les patients. Quand on les revoit à 3-4 mois, en règle générale, on a un bon effet sur l'albuminurie. Et c'est probablement cet effet qui est très néphroprotecteur. Et puis, vous voyez ici que la kaliémie, elle monte. Donc, il y a moins d'hyperkaliémie, mais la kaliémie monte. Donc, une augmentation de 0,2 millimoles, mais je vais vous montrer après, ça correspond quand même à un doublement des événements hypercalémiques. Donc, ça reste un paramètre à surveiller. C'est moins gênant que ce qu'on avait eu avec l'aldactone ou d'autres, où on devait souvent arrêter le traitement. Là, ce n'est pas le cas, mais ça reste un paramètre à surveiller. Et ici, vous voyez que dans les analyses de sous-groupes, il n'y avait pas tellement d'hétérogénéité, enfin, disons, dans les analyses, ce n'est pas les analyses de sous-groupes, dans les autres endpoints, tout était plutôt favorable.
même si séparément, les choses, elles n'étaient pas forcément significatives. Ensuite, là, c'est l'analyse rénale de Figaro, et qui était un endpoint composite secondaire. Et vous voyez que ça marchait aussi dans cette deuxième étude. Donc, également confirmé un effet néphroprotecteur dans cette deuxième étude qui montrait aussi une réduction de l'endpoint composite cardiovasculaire. Donc, deux études qui étaient positives pour la néphroprotection. Il y a eu ensuite une méta-analyse de ces deux études qui étaient pré-spécifiées, qui s'appelle Fidelity. Et vous voyez que quand on prend Fidelity, c'est deux grandes études, donc ça nous fait quand même pas mal de patients. On a de nouveau des outcomes rénaux qui sont très positivement influencés, et notamment, là, on est significatif pour la mise en dialyse, qui est un des endpoints qui nous importe beaucoup. On n'est jamais significatif pour la mortalité rénale parce que c'est un outcome un peu bizarre. Et puis le déclin de la fonction rénale. Donc, toujours cette confirmation. Toujours la confirmation que ça passe très probablement par une réduction d'albuminurie. Vous savez que c'est un des paramètres pronostiques majeurs chez ces patients et qui persiste tout au long de l'étude. Et puis, ici, dans Fidelity, quand on prenait la pente du GFR, on a ce qu'on a aussi avec d'autres médicaments néphroprotecteurs, un petit déclin initial du GFR, ça c'est l'effet hémodynamique, et puis ensuite ça croise, et donc la pente de déclin, elle est clairement plus faible, et donc on a un effet néphroprotecteur avéré de ce traitement. Il y a eu ensuite plusieurs analyses, dont des analyses qui montraient que l'effet il était indépendant de la fonction rénale. Vous voyez que vous ayez une bonne fonction rénale ou une moins bonne, la néphroprotection elle est toujours favorable. Par contre, on a l'impression, mais c'est difficile à dire parce que le sous-groupe était plus petit, que ça marche surtout chez les patients qui ont une grosse albuminurie. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on doit garder en tête. Et l'albuminurie, elle baisse encore une fois à 3 mois, elle baisse de façon majeure avec ce traitement chez les patients qui ont une albuminurie. Et c'est probablement les patients qui baissent l'albuminurie qui sont les patients qui répondent. L'hypercalémie, c'est un facteur important. Donc, je l'ai dit, ça augmente de 0,2 millimoles en moyenne. En réalité, quand on regarde, ça augmente toutes les incidences à peu près de 2 fois. La plupart des hypercalémies sont relativement peu sévères, ici, et beaucoup plus rarement mènent au fait qu'on doit arrêter le traitement. Je vous rends aussi attentif que les hypercalémies, elles sont plus fréquentes quand on a un GFR inférieur à 60, ce qui est logique, et donc quand même un paramètre à bien suivre. C'est, je pense, une délimitations des traitements. Il faut que les patients soient prêts à avoir leur calémie mesurée de façon régulière puisque c'est une délimitation de la prescription. Donc voilà, ça c'est les guidelines internationales. Nous, c'est à peu près les mêmes. Donc ici, ils recommandent potassium inférieur à 4,8 millimoles. Nous, on est en Suisse sur 5 comme limite. Donc on peut commencer la finerenone chez un patient qui a une néphropathie diabétique protéinurique A2 ou A3 et une calémie inférieure à 4,8, à 10 mg si on est en 25 et 60, à 20 mg si on est à plus de 60, et puis on peut essayer de monter si la calémie reste bonne chez les patients qui sont entre 25 et 60. Ensuite, on monitore. Si la calémie monte, on tolère jusqu'à 5,5, mais on n'augmente pas la dose. Et puis, si la calémie monte supérieure à 5,5, on peut arrêter, faire des ajustements, peut-être reprendre. Ça dépend en fait de chaque patient. Petit mot également, donc l'aldactone c'est un très bon antihypertenseur et la finerenone par contre ne l'est pas. Donc ça il ne faut pas s'attendre à traiter une hypertension résistante avec la finerenone. Vous voyez ici il y a un petit effet sur la tension artérielle, mais c'est très modeste, que ce soit au niveau systolique ou diastolique. Donc, d'un côté, c'est bien parce qu'on n'aura pas d'hypotension orthostatique. D'un autre côté, si vous avez quelqu'un qui a une hypertension réfractaire et vous vous dites que ça va peut-être marcher, ben, c'est probablement pas la molécule. C'est pas comme l'aldactone comparé à la tension artérielle. Petit caveat également, dans ces études, vous le savez peut-être, l'utilisation
que ce soit des analogues GLP-1 ou des inhibiteurs SGLT2, étaient relativement faibles, moins de 10%. Il y a quand même eu, donc là je vous rappelle juste, ça c'est en PAREG, la première étude, cet effet néphroprotecteur extrêmement marqué des inhibiteurs SGLT2, donc avec l'effet hémodynamique, puis la courbe qui s'arrête. Donc ça c'est devenu première ligne de traitement dans la néphropathie, y compris diabétique. Et donc quand ils ont sous-analysé les patients qui avaient ce petit 10% qui avaient inhibiteur SGLT2 et Finerenone, on a quand même un effet sur l'albuminurie qui a l'air similaire. Donc ça, c'est sans SGLT2, la majorité des patients, l'albuminurie baisse de 32% avec de 25%, qui a l'air similaire. Et c'est pas trop étonnant, c'est quand même pas du tout le même mécanisme d'action, donc c'est probablement additif. Disons, les effets s'additionnent. Après, ça reste des preuves indirectes puisque ce n'était pas randomisé pour ce paramètre. Et vous savez peut-être qu'il y a une étude en cours qui est confidence sur la combinaison empagliflozine-finerenone avec un endpoint primaire. Ce n'est pas des très grands chiffres, qui sera plutôt l'albuminurie, mais qui nous démontrera que c'est vraiment additif de façon randomisée. Donc, ils ont pris là que des patients A3 pour cette étude. Récemment, on a deuxième indication de la finerenone, c'est l'insuffisance cardiaque diastolique. Alors ça, c'est un papier des cardiologues, hein, mais qui a quand même un impact. Pourquoi? Parce que déjà, l'insuffisance cardiaque diastolique, c'est hyper fréquent, et chez les patients en insuffisance rénale, c'est presque, à mon avis, c'est quasi universel, mais si on prend les critères. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, on a aussi les endpoints rénaux dans cette étude. Donc, cette étude, elle testait la finerenone dans une population avec fraction d'éjection au-dessus de 40% ou plus. Donc, ce n'était pas complètement préservé, avec un BNP élevé, symptomatique. Et c'était ça le critère d'inclusion. Et puis, l'endpoint, il était bien sûr cardiaque. Hein. Donc, c'est des patients qui avaient une fraction d'éjection relativement bonne. Vous voyez que ce n'étaient pas tellement des patients avec une néphropathie avancée, hein, donc ils avaient une néphropathie, à peu près 60 de clairance, mais très peu de patients albuminuriques. Ce n'était pas du tout une étude dédiée à des patients qui ont une néphropathie avérée. Vous connaissez probablement l'endpoint qui était positif, hein, donc l'endpoint, c'est aggravation de l'insuffisance rénale, mortalité cardiovasculaire, tous les événements d'aggravation, les hospitalisations. La mortalité cardiovasculaire, elle, n'était pas significative. Et là, j'ai repris la conclusion de Philippe Meyer quand il nous l'a présenté. Donc, la finerenone représente the second evidence-based therapeutic option après les inhibiteurs SGLT2 dans l'insuffisance cardiaque diastolique. Donc, c'est un traitement que nos collègues cardiologues considèrent comme intéressant chez ces patients, surtout pour diminuer les hospitalisations. Donc ici, simplement pour vous montrer que dans les analyses de sous-groupes, il n'y avait pas non plus de groupes qui semblaient moins bénéficier qu'un autre. Donc ça a l'air d'être pour tous les patients. Et puis, à nouveau, on retrouve à peu près le doublement des épisodes d'hyperkaliémie. Donc toujours aussi un paramètre à surveiller dans cette population-là. Et puis, il y a eu l'analyse rénale de cette population qui a été publiée cette année. Qui montre qu'en fait, il n'y a pas de néphroprotection dans cette population. Hein. Donc là, on voit l'effet hémodynamique, puis le GFR, et en fait, cette pente et cette pente ne sont pas significativement différentes. Il n'y avait pas, donc de toute façon, ce n'était pas des néphropathes, donc il y avait pas on ne peut pas calculer les mises en dialyse, etc. Mais en tout cas, il n'y avait pas d'effet néphroprotecteur sur la fonction rénale. Puis on retrouvait quand même l'effet sur l'albuminurie, en sachant que le nombre de patients albuminuriques était minime dans cette étude. Je vous ai montré leur albuminurie moyenne, elle était très faible. Et puis, il y a également eu une méta-analyse de ces études de phase 3 finerenone, donc Fidelio Figaro Fine Arts, pour les différents endpoints. Et vous voyez que l'endpoint rénal, il reste significativement diminué, mais c'est complètement drivé par Fidelio et Figaro et pas par Fine Arts, comme je vous l'ai montré. Donc, c'est un médicament qui est néphroprotecteur
comme je vous l'ai dit, surtout chez les patients albuminuriques. C'est probablement ça qui fait la différence d'endpoint entre ces différentes études, même si quand on combine le tout, on retrouve l'effet néphroprotecteur. Donc voilà, pour nous, néphrologues, la finerenone, elle est indiquée uniquement chez les patients qui ont une néphropathie diabétique de type 2. Il n'y a pas d'autre population qui a été testée pour le moment. Ici, vous avez le domaine de remboursement. Donc, le remboursement en Suisse, il a pris les critères de Fidelio, donc A2 et A3, et en combinaison avec un inhibiteur SGLT2, c'est A3. Donc ça, c'est important de le savoir pour les patients qui ont une néphropathie diabétique. Autrement, on est embêté avec les assurances. Donc, en résumé, le Kerendia, la finerenone, pour la néphropathie diabétique, uniquement si le patient a une calémie inférieure à 5, entre 25 et une albuminurie élevée, uniquement si on a une albuminurie, donc A2 ou A3, et en combinaison avec les césartans, c'est comme ça que ça a été testé, hein, tous les patients avaient un blocage du RAA. Le remboursement, je vous l'ai montré, hein, c'est en fonction de l'albuminurie et du GFR, et quand on veut associer, là, c'est uniquement des patients A3. La posologie, donc on commence à 10 mg entre 25 et 60 et on monte. On peut commencer à 20 mg au-dessus de 60. Après, si vous avez une calémie limite, bon, vous commencez à 10 et puis vous montez. Normalement, on doit contrôler à 4 semaines de l'initiation à la calémie et ensuite tous les 4 mois. Et encore une fois, chez les patients qui ont une très bonne fonction rénale, ça peut être une limitation parce qu'on ne leur fait pas normalement des prises de sang tous les 4 mois. Donc ça, c'est à discuter avec les patients. Après, peut-être qu'on peut élargir, mais les règles, c'est ça. Et nous, actuellement, c'est quand même ce qu'on suit, puisqu'on n'a pas une immense expérience encore avec ce composé. Je vous montre la place dans les recommandations. Ça, c'est les recommandations, c'est nos KDIGO. Ça, c'est ce qu'on suit en néphrologie. Donc, c'est les KDIGO néphropathie diabétique. Donc, toujours, première ligne, lifestyle, physical activity, arrêter le tabac, le poids. Première ligne thérapeutique, inhibiteur SGLT2, combiné avec la metformine si le GFR est supérieur à 30, avec un blocage du RAA, et puis je ne vais pas parler des statines. Donc ça, c'est la première ligne. Uniquement si cette première ligne, elle n'arrive pas à contrôler complètement l'albuminurie, vous pouvez à ce moment-là considérer, chez un patient qui reste albuminurique, la finerenone, elle est ici en deuxième ligne. On a aussi les analogues GLP-1, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi néphroprotecteur. Actuellement, c'est pas si facile à obtenir. Ça dépend aussi du poids du patient, donc il y a plein de choses à considérer quand on commence à choisir nos thérapies dans ce tableau. Mais c'est comme ça que ça s'est proposé et nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de suivre. Puis bien sûr, il y a toute une série de patients qui ne supportent pas les inhibiteurs SGLT2, donc on peut à ce moment-là les mettre plus rapidement. Je vous montre ici les recommandations de l'ESC. Donc, eux, ils mettent en classe 1 finerenone et inhibiteur SGLT2. Donc, ils ont été plus directs sur le fait qu'il y ait les deux. Nous, on a quand même un palier. Et dans les méta-analyses en réseau, la néphroprotection, elle est probablement un petit peu supérieure avec l'inhibiteur SGLT2. Puis, on a plus d'études et plus de preuves. Et ici, c'est les recommandations de l'ESH, donc la Société européenne d'hypertension, qui classe aussi la finerenone en 1A. Donc, il y a des petites discrépances, mais globalement, c'est un traitement qui est bien démontré, mais qui vient probablement quand même en deuxième ligne des inhibiteurs SGLT2. Et là, je vous montre cette dia, qui est la dia de Bayer, qui vous montre tout le développement qu'ils ont pour cette molécule. Donc, il y a toutes les études cardiaques. Donc, ça concerne plutôt nos collègues cardiologues qui sont en cours. Et puis, dans le versant rénal, il y a des choses qui sont très intéressantes. Notamment, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est CKD chez les patients avec une diabète de type 1. Chez ces patients-là, on a très peu de néphroprotection. Actuellement, on n'a que les bloqueurs du RAA. Donc, on attend vraiment cette étude. On a déjà essayé de demander compassionnel pour certains patients, mais pour l'instant, on n'obtient pas de remboursement. Pédiatrique, non diabétique, ça sera aussi très intéressant, mais c'est toujours protéinurique qui nous dira si ça marche aussi, et puis d'autres études. Donc voilà, en résumé, la finerenone, c'est un traitement qui est cardio- et néphroprotecteur. Il s'associe à un risque d'hypercalémie qu'on doit suivre.
Les données en combinaison avec les inhibiteurs SGLT2 manquent encore, mais ça semble additif, hein. C'est aussi vrai pour l'insuffisance cardiaque diastolique. Il y avait peu de combinaisons dans l'étude sur l'insuffisance cardiaque diastolique. Pour nous, pour la néphroprotection, elle est indiquée actuellement pour la néphroprotection uniquement chez les patients diabétiques de type 2, albuminiurique, malgré un traitement initial bien conduit. Et l'effet cardioprotecteur en insuffisance cardiaque, c'est pas HPF, c'est MRF, là où je pas modérément réduite, ne résulte pas en une néphroprotection parce que c'était des patients qui étaient à faible risque rénal et peu albuminuriques. Donc c'est vraiment à réserver à des patients qui restent albuminuriques. Mais comme vous savez, il y a beaucoup de patients qui ont une albuminurie qui demeure une fois qu'on a fait tous les traitements de base. Donc ça reste, je pense, quand même quelque chose de très utile. Donc voilà.